Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je vais m'excuser du retard qui était hors de ma volonté. Aujourd'hui, on continue de voir la suite du thème généralité sur les normes. Dans cette vidéo, on détaillera les chapitres suivants. 1. Généralité sur les dispositifs d'évaluation de la conformité. 2. Les normes internationales. Et pour terminer, 3. La partie qui concerne les normes matérielles du chapitre, principales normes électriques françaises. L'autre partie qui s'intitule Normes d'installation et les principaux textes électriques réglementaires sera traitée dans la vidéo qui suivra. Donc, on commence par voir tout d'abord la définition des termes suivants. Réglementation, accréditation, homologation, marquage CE et label. La réglementation est un acte juridique communautaire adopté par une autorité. De portée générale, il contient, à l'inverse de la norme qui est d'application volontaire, des règles à caractère obligatoire dans toutes ses dispositions. Jusqu'en 1985, les directives européennes détaillaient toutes les règles juridiques et techniques applicables à un produit de sa conception à sa mise sur le marché. Afin de garantir un niveau minimum de sécurité tout en facilitant la libre circulation des marchandises au sein du marché unique, la Commission européenne a adopté dès 1985 une nouvelle approche en matière d'harmonisation. La nouvelle approche a permis de déléguer l'harmonisation technique à la normalisation. Les directives se focalisent désormais sur des exigences essentielles en matière de santé, de sécurité, d'hygiène et d'environnement, valables pour de larges gammes de produits. Elles renvoient à des normes européennes dites harmonisées pour les caractéristiques techniques des produits. La conformité à une norme européenne harmonisée donne présomption de conformité aux exigences essentielles d'une directive nouvelle approche. Les directives nouvelle approche rendent ainsi obligatoire le respect des exigences essentielles. Cette conformité aux exigences essentielles est attestée par le marquage CE. Les normes harmonisées sont élaborées par des organismes européens de normalisation, CEN ou CNELEC, sur mandat de la Commission afin de correspondre aux exigences communautaires. Ils sont ensuite publiés au journal officiel de l'Union européenne et transposés en normes nationales. La réglementation technique française actuelle est composée de deux types de documents. 1. Les textes législatifs et réglementaires qui fixent les buts. On trouve les lois, les décrets, les arrêtés et les circulaires. 2. Les textes techniques qui apportent les solutions. On trouve les documents techniques unifiés, DTU, règles ou recommandations professionnelles, notes et fiches techniques, normes, avis techniques, appréciations techniques d'expérimentation. Les DTU et les règles aux recommandations professionnelles prennent à terme des statuts de normes. De plus, la réglementation technique française renvoie aux normes pour ce qui est des caractéristiques techniques imposées aux produits. Certaines normes sont ainsi rendues obligatoires par arrêté ministériel, d'autres conservent leur caractère facultatif, mais la conformité à ces normes donne présomption de conformité au règlement qui s'y réfère. D'autres, enfin, sont cités à titre purement indicatif. Le marquage de conformité, la preuve du respect des normes. Le marquage CE. Depuis janvier 1996,
Le marquage CE figure obligatoirement sur tous les produits couverts par des directives européennes. Nouvelle approche. Le marquage CE est apposé sur les produits électriques ou électroniques et sur leur emballage. Il est obligatoire par les directives du Conseil des communautés européennes. Il ne peut en aucun cas remplacer une marque de qualité. Le fabricant appose le marquage CE sur sa seule responsabilité et ce marquage ne fait l'objet d'aucun contrôle de conformité par un organisme tierce. En cas de contestation, le fabricant doit simplement fournir les éléments techniques justifiant ce marquage. Toutefois, pour certains produits, en fonction des risques encourus, les directives exigent que des preuves de conformité soient délivrées par des organismes jugés compétents par les États membres. Ce sont les organismes notifiés. La Commission publie au journal officiel de l'Union européenne la liste des organismes notifiés pour chacune des directives. Le fabricant peut choisir n'importe quel organisme de la liste. Les preuves de conformité obtenues dans un pays de l'Union européenne sont automatiquement reconnues dans les autres États membres. Et voici quelques exemples de directives. On trouve la directive BT, qui s'applique à tout matériel électrique destiné à être employé en basse tension. Il est obligatoire depuis le 1-1-97. La directive machine, elle s'applique aux machines comportant au moins un élément mobile ou aux composants de sécurité. Il est obligatoire depuis le 1er janvier 1995. La machine peut intégrer des matériels répondant à la directive BT. La directive CEM, il concerne les appareils pouvant créer ou subir des perturbations électromagnétiques. Il est obligatoire depuis le 1er janvier 1996. Les marques de qualité NF-Use. La validité de la marque de qualité NF-Use commence à s'expirer et sera remplacée au fur et à mesure sur le produit par le nouveau marquage NF électricité. Elles garantissent que les produits concernés sont conformes aux normes nationales. Cette conformité est garantie par un organisme certificateur en France. Ainsi, les produits sont testés par un organisme homologué avant commercialisation et la conformité de la production est assurée par des contrôles périodiques en usine par les contrôleurs des organismes certificateurs. Le tableau suivant nous illustre la différence en termes d'exigence entre les deux types de conformité. En résumé, le marquage CE est obligatoire, il est imposé par les nouvelles directives, nouvelle approche et il est le passeport obligatoire pour la mise sur le marché et la libre circulation des produits en Europe, tandis que les marques volontaires ne le sont pas et ils sont apposés par les fabricants sur leurs produits ou services pour les valoriser. Label. On distingue deux types. 1. Le label de qualité ou signe d'identification qui est développé pour récompenser les producteurs respectant des normes officielles de qualité et pour indiquer aux consommateurs la provenance ou l'origine d'un produit. 2. Les labels officiels français qui sont des décisions par lesquelles une autorité reconnaît qu'une personne, un site, un territoire ou un produit possède un certain nombre de qualités énumérées et définies dans un acte législatif ou réglementaire. Actuellement, il existe en France deux types de labels officiels, ceux qui sont décernés par l'État et ceux qui sont décernés par des organismes internationaux.
On peut classer les labels officiels par les branches ministérielles qui sont chargées de les définir et de les décerner. La marque NF est un vrai label de qualité. Il garantit que le produit répond aux normes en vigueur, mais aussi à des critères de qualité supplémentaires. Exemple, solidité, sécurité. Conformité. La conformité est l'attestation de correspondance à une norme ou un texte de référence, cahier des charges, spécifications techniques, etc. Un certificat de conformité est délivré par un organisme reconnu. Une déclaration de conformité du constructeur est rédigée sous la seule responsabilité de celui-ci. Une marque de conformité est apposée sur le produit avec l'autorisation d'un organisme certificateur. La certification, c'est un acte par lequel un tierce partie témoigne qu'il est raisonnablement fondé de s'attendre à ce qu'un produit, processus ou service dûment identifié soit conforme à un référentiel donné. On distingue classiquement deux types complémentaires de certification. 1. La certification d'entreprise, appelée également certification du système d'assurance qualité ou encore certification ISO 9001. C'est une démarche managérielle basée sur la démonstration de la fiabilité de l'organisation de l'entreprise et n'est pas directement destinée à l'information du consommateur. C'est un acte ayant pour objet d'évaluer et de reconnaître la conformité des systèmes d'assurance qualité d'une entreprise à des modèles relatifs à ces systèmes. La certification d'entreprise atteste que le système d'organisation mis en place dans l'entreprise observe un système d'assurance qualité conforme aux normes européennes permettant de donner confiance à ses clients sur la constance de qualité et la sécurité des produits et services qu'il fournit. 2. La certification de produits. C'est une démarche d'identification et de différenciation de produits directement accessibles par le consommateur. Selon les cas, l'évaluation de la conformité au référentiel choisi fait appel à différentes techniques: essai, audit, inspection, examen. La certification peut être imposée par la réglementation ou bien décidée par les fournisseurs à des fins le plus souvent commerciales. Les organismes habilités à délivrer des certifications produits et les laboratoires qui effectuent les essais sont eux-mêmes audités par rapport aux normes de la série 45000. Un produit certifié, c'est un produit d'une qualité distincte et constante portant sur son étiquetage le détail de ses caractéristiques certifiées. Le tableau suivant illustre une comparaison globale entre les deux certifications. Accréditation. L'accréditation est une attestation formelle délivrée par une tierce partie indépendante sous la tutelle d'un État qui déclare qu'un laboratoire, un organisme de contrôle ou un organisme certificateur est compétent dans un domaine donné. L'accréditation est l'attestation de la compétence, de l'impartialité et de l'indépendance d'un organisme certificateur, d'un laboratoire ou d'un organisme d'inspection au regard des normes en vigueur. En France, l'accréditation est délivrée par le Comité français d'accréditation sous la tutelle de l'État français. Au Maroc, l'accréditation s'opère sous la tutelle du ministère chargé de l'Industrie. En résumé, l'accréditation est la reconnaissance formelle
sous la tutelle d'un État, de la compétence et de l'indépendance d'un laboratoire d'essai pour réaliser des essais au type d'essai déterminé. Pourquoi se faire accréditer? La compétitivité d'un organisme se mesure en termes de compétences techniques et organisationnelles, mais aussi en termes de notoriété, d'efficacité commerciale, de délai et de coût. La satisfaction de critères tels que ceux des normes NM ISO 17025 ou NM ISO 17020 donne une assurance sur la compétence technique et organisationnelle d'un organisme que l'on peut apparenter à une déontologie de la profession. Qui peut demander une accréditation? Tous les laboratoires d'essai ou d'étalonnage et les organismes d'inspection technique, publics, semi-publics ou privés sans distinction de statut, qu'ils offrent des prestations à des tierces ou qu'ils n'œuvrent que pour les besoins de leur propre entreprise, peuvent demander à être accrédités auprès du ministère chargé de l'industrie. Dans la figure suivante, on vous montre la liste des laboratoires accrédités au Maroc. Agrément. L'agrément est une appellation générique associée à une marque de conformité ou à des accréditations ne donnant pas lieu à un label délivré à la suite de contrôles de conformité d'échantillons plus une surveillance de la production. L'agrément est un acte par lequel un organisme reconnaît qu'un produit ou un autre organisme est apte à rendre un service donné dans des conditions définies. Exemple, la PAV est un organisme agréé pour effectuer les visites de contrôle d'appareil. Essai. Opération technique qui consiste à déterminer une ou plusieurs caractéristiques d'un produit, processus ou service donné selon un mode opératoire spécifié, afin de tester ou évaluer la conformité de vos produits. La PAV vous propose des essais électriques dont on trouve quelques exemples dans le tableau suivant. Homologation. L'homologation est la certification conforme d'un produit à une norme ou une réglementation. En d'autres termes, l'homologation garantit au consommateur que le produit qu'il achète correspond à ce qu'il est en droit d'en attendre. Il est la démonstration, la reconnaissance qu'un fournisseur est apte à fournir une pièce conforme à des conditions de qualité, coût et délai spécifiés. Habilitation électrique. L'habilitation électrique est la reconnaissance par l'employeur de la capacité d'une personne à accomplir en sécurité les tâches fixées. L'habilitation électrique est avant tout un sujet de sécurité et de responsabilité. Il sensibilise les participants au danger du courant électrique. Il nous permet de connaître les méthodes et procédures à mettre en œuvre pour intervenir sur les installations électriques et équipements dans les meilleures conditions de sécurité. L'habilitation électrique n'a pas pour but d'enseigner l'électricité. Il vise uniquement à apprendre et surtout comprendre les risques et acquérir les réflexes pour se protéger. Notre société admet de moins en moins le risque. Ainsi, le législateur a défini en France des règles auxquelles les employeurs doivent se conformer pour protéger les personnels et prévenir ces dangers liés à l'électricité. Ces règles édictées principalement au travers de deux décrets de 1982 et 1988, repris dans le Code du travail, s'appuient sur les prescriptions de la norme NFC 18510. Toutes les habilitations doivent être précédées d'une formation au risque électrique en basse tension comme en haute tension. La spécification britannique OSAS 18001 précise les règles pour la gestion de la santé et la sécurité dans le monde du travail.
Son objectif est de fournir aux entreprises le souhaitant un support d'évaluation et de certification de leur système de management de la santé et de la sécurité au travail, compatible avec les autres référentiels internationaux du système de management. Il est composé de deux textes, OSAS 18001, c'est le référentiel lui-même, et OSAS 18002, un guide pour sa mise en place. En juillet 2007, l'OSAS 18001 a été revu et devient OSAS 18001 2007. La norme de qualité NFEN ISO 9001 s'applique au procédé de la fabrication et vise à garantir la qualité du constructeur et des fournisseurs. Dans ce chapitre, on va voir uniquement la partie qui traite les normes de qualité et les normes matérielles. Le complément sera à suivre dans la prochaine vidéo. Normes matérielles. Il s'applique à l'appareillage basse tension ou haute tension ou à un ensemble d'appareillages. Il vise à garantir le niveau minimum de sécurité des personnes et des biens. Les présentes normes sont applicables lorsque la norme de matériel correspondante le précise à l'appareillage destiné à être relié à des circuits dont la tension assignée ne dépasse pas 1000 volts en courant alternatif ou 1500 volts en courant continu. Il ne s'applique pas aux ensembles d'appareillages à basse tension qui sont traités dans la NFEN 61439. Ils sont découpés comme indiqué dans le slide qui suit. 2. Les normes ensemble appareillage à basse tension. Un ensemble d'appareillage à basse tension est une combinaison d'un ou de plusieurs appareils de connexion à basse tension avec les matériels associés de commande, de mesure, de signalisation, de protection, de régulation, avec toutes leurs liaisons internes, mécaniques et électriques et tous leurs éléments de structure. Comme avec tout composant d'une installation électrique, l'ensemble doit également être conforme à sa norme appropriée. Dans ce chapitre, on va voir la définition de quelques termes essentiels. Code IP. Le code IP est le système de codification pour indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre la pénétration de corps solides étrangers et la pénétration de l'eau. Le degré de protection est indiqué par le code IP de la manière suivante. Code IK. Le code IK est le système de codification pour indiquer le degré de protection procuré par une enveloppe contre les impacts mécaniques externes. Le degré de protection est indiqué par le code IK de la manière suivante. Le tableau suivant donne la correspondance entre les degrés de protection IP et IK et la classification des influences externes AE, AD ou AG selon la norme NFC 1500. Toujours dans la partie définition de quelques termes essentiels, on va voir les formes des ensembles. La norme NFEN 61439 définit les séparations à l'intérieur d'un ensemble d'unités fonctionnelles au moyen d'écrans ou de cloisons. On trouve les formes suivantes. Forme 1, où il n'y a pas de séparation à l'intérieur de l'enveloppe.
Forme 2. On trouve deux sous-ensembles 2A et 2B comme illustré dans la figure suivante. Forme 3. On trouve aussi deux sous-ensembles 3A et 3B comme illustré dans la figure suivante. Forme 4. On trouve aussi, comme aux précédentes formes, deux sous-ensembles 4A et 4B comme illustré dans la figure suivante. Degré de mobilité. La norme NFEN 61439 définit par la combinaison de trois lettres le niveau de mobilité de l'appareillage avec les désignations décrites dans le tableau suivant. La première lettre pour le circuit d'arrivée principal. La deuxième lettre pour le circuit de départ. La troisième lettre pour le circuit auxiliaire. L'indice de service. L'indice de service IS permet d'évaluer les besoins de l'exploitant. L'indice de service est un outil de caractérisation des tableaux BT créé par les constructeurs français de matériel électrique. Il permet aux utilisateurs d'exprimer leurs besoins sous forme de réponse aux exigences de leur site. Il ne nécessite pas la connaissance des normes en vigueur. Il exprime en trois chiffres, un chiffre pour chaque critère noté de 1 à 3. Ces chiffres traduisent respectivement le niveau d'exploitation, de maintenance et d'évolution du tableau BT. La valeur 1 offre le service le plus faible et la valeur 3 le service le plus fort. L'indice minimum est donc 1, 1, 1 et le maximum est 3, 3, 3. L'indice de service repose sur trois critères. Exploitation sous tension, maintenance sous tension, évolutivité sous tension. Troisièmement, les normes appareillage à haute tension. Auparavant, la norme précédente CEI 6298 classait l'appareillage à haute tension préfabriqué sous enveloppe métallique selon la construction des produits. Exemple, blocs tels que RM6 de Schneider Electric, compartimentés tels que SM6 toujours du même fabricant, ou blindés tels que MC7 toujours du même fabricant. Adoptée en 2003, la nouvelle norme CEI 62271-200 est adaptée à l'état actuel de la technique d'appareillage. Il englobe sans distinction les appareillages sous enveloppe métallique du domaine de la moyenne tension. Dans la nouvelle édition, la classification est basée sur une fonction particulière à réaliser pour maintenir un certain niveau de continuité de service d'un appareillage pendant qu'un compartiment est accédé. C'est à l'exploitant de spécifier quels sont ses besoins d'accès, ses fonctionnalités accessibles et ses critères de continuité de service. En pratique, les catégories valides d'appareillage sont ceux mentionnés dans la figure suivante avec la première classe LSC1 impose que les autres unités fonctionnelles ou plusieurs d'entre elles soient mises hors service lors d'une opération de maintenance sur une unité fonctionnelle, c'est-à-dire le cas par exemple de l'accès à une cellule de comptage qui demande la mise à la terre amont et aval. La classe LSC2
autorise le service normal des autres unités fonctionnelles de l'ensemble, selon la possibilité ou non de laisser les câbles d'une unité fonctionnelle sous tension lors d'un accès dans un compartiment. On distingue encore les sous-classes LSC2A ou LSC2B. Ainsi, quand un tableau est classifié LSC2A, le jeu de barre peut rester sous tension pendant que l'on accède au compartiment câble. Un tableau est classifié LSC2B, le compartiment câble et le compartiment jeu de barre peuvent rester sous tension pendant que l'on accède au compartiment disjoncteur débranchable. La classe de partition PI assure une discontinuité isolante entre les parties actives sous tension et le compartiment ouvert. C'est par exemple le cas dans le compartiment câble d'un tableau modulaire qui est isolé du jeu de barre par le carter interrupteur. Lorsqu'un compartiment accessible ouvert est séparé des autres compartiments par une paroi ou des volets métalliques, on parle de classe de partition métallique PM. C'est par exemple le cas des tableaux blindés à disjoncteurs débranchables. L'appareillage blindé défini par l'ANSI et selon la nouvelle norme CEI 62-271-200 est un appareillage sous enveloppe métallique de classe LSC2B PM caractérisé par les particularités suivantes. Les organes de manœuvre principaux sont débranchables, équipés de circuits auxiliaires déconnectables. Des compartiments séparés sont fournis pour les transformateurs de potentiel et les transformateurs d'auxiliaire. Le compartiment jeu de barre est également divisé entre les unités fonctionnelles adjacentes. Une barrière métallique est placée en face de ou d'une partie de toutes les parties débranchables pour assurer que dans la position de service, aucune partie haute tension n'est exposée lors de l'ouverture d'une porte. Les conducteurs et connexions du circuit principal sont recouverts d'isolants résistants à la flamme. Des interverrouillages mécaniques sont fournis pour protéger les opérateurs de la décharge accidentelle d'énergie stockée dans des parties débranchables par des moyens appropriés. Des moyens de verrouillage sont fournis permettant d'empêcher de déplacer l'organe de coupure débranchable dans la position embranchée. Les circuits auxiliaires sont séparés des parties haute tension par des barrières métalliques mises à la terre. Les circuits principaux de tous les transformateurs de potentiel comprennent des fusibles limiteurs qu'il faut qu'ils soient séparés du circuit haute tension avant que l'accès ne soit possible. 4. Autres normes de composants électriques. En plus des documents cités plus haut, on peut trouver d'autres normes telles que les normes pour les transformateurs de puissance, les normes pour appareillage à haute tension, les normes pour les conducteurs et les câbles électriques basse tension et dont les principales caractéristiques sont énoncées ci-après. Les conducteurs et les câbles électriques assurent la transmission de l'énergie électrique et sa distribution. Il en existe une très grande variété pour satisfaire à toutes les utilisations de l'électricité. Il existe une désignation normalisée des conducteurs et câbles qui a fait l'objet d'une norme NFC
32020. Définition. On distingue trois termes. 1. Conducteur isolé. Un conducteur isolé est un ensemble formé par une âme conductrice entourée d'une enveloppe isolante. 2. Câble unipolaire. Un câble unipolaire est un conducteur isolé comportant en plus une ou plusieurs gaines de protection. 3. Câble multiconducteur. Un câble multiconducteur est un ensemble de conducteurs électriquement distincts mais comportant une protection commune. Et maintenant, on va voir les éléments constituant ces conducteurs et câbles. 1. Lame. Lame conductrice doit présenter une résistivité très faible pour réduire les pertes par effet Joule lors du transport de l'énergie. Elle doit être assez souple pour suivre les tracés compliqués des canalisations. L'âme est dite massive lorsqu'il est constitué d'un conducteur unique. Elle est dite multibrin ou câblée lorsqu'il est formé de plusieurs brins assemblés en torrent. La souplesse d'un câble dépend du nombre de brins utilisés pour une même section conductrice. Ainsi, la norme définit une gamme de sections minimales pour les âmes conductrices et les répartit en 4 classes en ordre de souplesse croissante. Classe 1, rigide, massive. Classe 2, rigide, câblé. Classe 5, souple. Classe 6, très souple. Enveloppe isolante. L'enveloppe isolante est la matière entourant l'âme. Il est destiné à assurer son isolation. Il doit posséder des propriétés bien précises. On trouve les propriétés électriques. Très forte résistivité, perte diélectrique faible, rigidité diélectrique élevée. Concernant les propriétés physiques et chimiques, bonne résistance à la chaleur, au froid et feu, bonne tenue au vieillissement, insensibilité aux vibrations et aux chocs, bon comportement à l'attaque des agents chimiques. Propriétés mécaniques, des essais de résistance à la traction, à la torsion, à la flexion permettent de contrôler les qualités mécaniques. Matériaux employés. Actuellement, les matières synthétiques ont remplacé les produits tels que les papiers imprégnés ou les caoutchoucs naturels, voire le tissu. On trouve 1. Les matières thermoplastiques telles que le polychlorure de vinyle, PVC, ou le polyéthylène, PE, pour lesquels la température provoque de manière réversible une variation de la plasticité. 2. Les élastomères et polymères réticulables, tels que le polyéthylène réticulé, PR, les copolymères d'éthylène, propylène ou le caoutchouc de silicone, qui présente un long domaine d'élasticité, c'est-à-dire une aptitude à de grandes déformations. La température maximale de fonctionnement pour les isolants est donnée par la norme NFC 1500 d'après le tableau suivant.
Gaine de protection. Les caractéristiques mécaniques de l'enveloppe isolante ne sont pas toujours suffisantes pour protéger le câble des influences externes. On est conduit à recouvrir l'enveloppe isolante par une gaine de protection qui doit présenter des caractéristiques mécaniques, physiques et chimiques. L'emploi des gaines, soit en matériaux synthétiques tels que ceux déjà utilisés pour l'enveloppe isolante, soit métalliques tels que feuillard d'acier, aluminium ou plomb, soit ignifuges sans halogène dont leur principale qualité réside dans le fait que, en cas d'incendie, leur combustion produit peu de fumée opaque et pas de gaz corrosif. En outre, la toxicité des gaz dégagés est très réduite, facilitant par là même l'évacuation des locaux et l'intervention des équipements de secours. Toutes ces caractéristiques font que ces produits sont particulièrement adaptés pour l'utilisation en gaine des câbles destinés à être utilisés dans les locaux confinés et pour des applications particulières, soit répondant à la spécification technique HN 33S34. Cette spécification s'applique aux câbles rigides avec âme en cuivre, à isolation synthétique de tension spécifiée 0,6 1 kV, munis d'une protection contre les perturbations d'origine électromagnétique et non propagateurs de l'incendie. Ces câbles sont destinés d'une part aux circuits de signalisation, de commande et de mesure, et d'autre part aux circuits d'alimentation d'auxiliaires à courant continu ou alternatif des installations de l'Office national de l'eau potable et d'électricité. Cette spécification formule les règles de constitution de ces câbles et fixe les conditions d'essai auxquelles ils doivent satisfaire. Comportement au feu des câbles. 1. Réaction au feu. Cette aptitude est évaluée en deux classes. Câble catégorie C2, non propagateur de la flamme, selon la norme NFC 32070. Pris isolément et enflammés, ces câbles ne propagent pas la flamme et s'éteignent d'eux-mêmes. Exemple, U1000R2V, A07VU, A07VR, A07VK. Câble catégorie C1, non propagateur de l'incendie selon la norme NFC 32070. Lorsqu'ils sont enflammés, ces câbles ne dégagent pas de produits volatiles inflammables en quantité suffisante pour donner naissance à un foyer d'incendie secondaire. Ils sont caractérisés par une ignifugation renforcée au niveau de leur enveloppe et de leur gaine. Exemple, FRN07X4X5F. Résistant au feu. Un câble catégorie CR1 est dit résistant au feu s'il ne propage pas la flamme et s'est placé au cœur d'un foyer d'incendie. Il continue à assurer son service pendant un temps limité mais suffisant pour satisfaire à la sécurité des personnes. C'est le cas des câbles qui doivent
dans les établissements recevant du public, continuer à alimenter pendant 30 minutes à 1 heure les circuits d'éclairage, de secours, des ascenseurs, des ventilateurs, afin de permettre l'évacuation des personnes, et ce malgré un foyer d'incendie. L'isolation de ces câbles peut être par exemple réalisée en caoutchouc de silicone qui se transforme après combustion en une gangue de silice isolante. Un câble de la catégorie CR2 ne présente pas de caractéristiques du point de vue de la résistance au feu. Il existe aussi des câbles ne dégageant pas de fumée opaque ou de fumée acide en cas d'incendie. Maintenant, on va voir comment sont identifiés et repérés ces conducteurs isolés et ces câbles. 1. Repérage des conducteurs isolés. Le repérage des conducteurs isolés est réalisé soit par des couleurs, soit par des chiffres. On peut identifier les conducteurs par leur couleur. Bleu clair pour le conducteur neutre s'il est distribué, vert jaune pour le conducteur de protection électrique PE ou PEN. Les conducteurs de phase peuvent être repérés par n'importe quelle couleur, sauf le vert jaune et le bleu clair. Ils sont repérés généralement par la couleur noire ou brun et éventuellement le bleu clair dans les câbles multiconducteurs, et ceci uniquement dans le cas où le câble ou la canalisation ne comporterait pas de conducteur de neutre. Par contre, le conducteur vert-jaune d'un câble assurant une liaison ne comportant pas de conducteur de protection doit être abandonné. Le code de couleur est détaillé dans le tableau suivant. Conformément à l'évolution de la normalisation européenne et française et du marché, certaines modifications ont été apportées depuis le 1er janvier 2004 au code de repérage par couleur des isolants de conducteurs pour les câbles harmonisés et de série nationale sans conducteur vert et jaune. Le nouveau code de couleur est détaillé dans le tableau suivant. Attention, l'identification du conducteur par leur couleur ne doit être considérée que comme une présomption. Il est toujours nécessaire de vérifier la polarité des conducteurs avant toute intervention. 2. Identification des conducteurs isolés. Il existe deux normalisations pour identifier un câble ou un conducteur. La norme européenne Sénélec, la norme française UTE pour des câbles spécifiques non repris dans la dénomination Sénélec. Ces deux systèmes de désignation sont repris par la norme NFC 3202 et HD 361 et comprennent une suite de symboles disposés de gauche à droite dans l'ordre et dont un extrait est donné dans le tableau suivant. Les figures suivantes illustrent des exemples d'identification de conducteurs avec désignation selon les codes Sénélec et UTE. Le tableau ci-contre indique pour chaque série de conducteurs ou de câbles normalisés les classes des influences externes dans lesquelles ils peuvent être utilisés. Pour la liste abrégée des influences externes, voir l'annexe 1 suivant.
Dans les installations temporaires, c'est-à-dire travaux de construction de nouveaux bâtiments, travaux de réparation, de modification, d'extension ou de démolition de bâtiments existants, les canalisations électriques doivent être conformes aux prescriptions de la norme NFC 1500 et ne doivent pas être posées dans des passages de piétons ou de véhicules. Si une telle pose est nécessaire, une protection spéciale contre les dommages mécaniques et contre les contacts avec les engins doit être prévue. Lorsqu'il est fait usage de câbles souples, ceux-ci doivent être du type 07RNF ou 07BN4F. Les câbles rigides doivent présenter une résistance mécanique équivalente. Les fabricants proposent des câbles domestiques, des câbles haute tension et basse tension pour la distribution et les branchements, des câbles industriels pour la puissance et la télécommande, des câbles pour la télésurveillance, portier, alarme, signalisation, des câbles haute température pour la métallurgie ou l'alimentation des fours, des câbles pour l'informatique, des câbles pour la téléphonie, des câbles pour les installations à bord des navires, des câbles spéciaux pour applications diverses telles que océanographie, radiologie, soudure, balisage, etc. Le tableau suivant donne les conditions dans lesquelles doivent être posés les conducteurs isolés et les câbles. Pour caractériser ces câbles, le constructeur Pirelli utilise une séquence de symboles imagés dont la signification est donnée dans les tableaux suivants.